la sécurité à l'Ouest. Ça, c'est une critique effectivement intéressante. Dans un déjeuner-débat, il participe à un déjeuner-débat parce qu'il était, oui, il était quand même connu, hein, reconnu. Il participe à un déjeuner-débat le 24 mars 1954, devant des journalistes. Il parle de cette fameuse CED. Lui, il y croit. Est-ce qu'il fallait y croire ou pas? C'est une autre question, il faudrait une conférence là-dessus. Mais lui, il y croit. Et il dit « L'Occident européen désarmé, ouvert à l'invasion, diminué dans son prestige, menacé dans sa sécurité, voire même dans son existence par les Russes qui comptent sur l'aide. Il ne tient debout, il ne survit que grâce aux réserves de bombes atomiques des États-Unis. La tâche qu'il faut résoudre avant tout, de construire politiquement et militairement un appareil de défense. De nos jours, cela équivaut à construire l'Europe. » Donc, comme Henri Freinet, il est pour une Europe militaire. Alors que le général de Gaulle est très hostile à ce moment-là. Très hostile. Il y a des, vous savez, la querelle de la CED, c'était comme l'affaire Dreyfus. C'était violent. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait un grand problème d'identité et de sécurité. Qu'est-ce qu'on allait faire? Parce qu'on commençait à pressentir que la dissuasion nucléaire allait structurer le monde pour longtemps. 53, il faut rappeler 2-3 choses comme ça. 53, c'est la mort de Staline. Mais 53, c'est le moment où les soviétiques, certains soviétiques, commencent à comprendre que la guerre n'est plus possible avec la dissuasion nucléaire. Et les Américains commencent à comprendre que la guerre n'est plus possible aussi, avec la bombage qui est maîtrisée par les deux puissances. La guerre n'est plus possible. La stratégie léniniste, révolutionnaire, faire la guerre, provoquer la révolution, c'est plus possible. Parce que là, on va recevoir sur la tête. Hein. C'est l'assurance de la destruction mutuelle. Et finalement, c'était une garantie de paix, objectivement, avec le recul. C'est triste, mais c'est ainsi. Et donc, mais l'Europe, elle n'a rien. L'Angleterre est donc liée aux États-Unis, aux intérêts américains, à la technologie militaire américaine. Et c'est à ce moment-là que Eisenhower, qui arrive au pouvoir en 1953, après Truman, qui avait fait le bouton sur Hiroshima, Eisenhower lance une campagne qui répond à la campagne pacifiste des Soviétiques, Atoms for Peace. Nous aussi, on est pour la paix, disent les Américains. Nous aussi, on est pour que l'Europe soit unie et pacifique, à tel point qu'ils vont, c'est ce que j'explique dans le livre qui va paraître, qui sont un peu à l'origine du CERN. Le CERN, c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire. On dit Centre européen, dans le langage courant, de la recherche nucléaire à Genève. Vous savez, ce grand anneau qui fait des kilomètres et des kilomètres, qui est le plus grand centre au monde de recherche sur les particules élémentaires. Donc les Américains ne veulent pas que les Soviétiques aient le monopole de la diffusion technoscientifique. Parce que c'est ça le risque. Et donc, les Américains qui étaient pour le secret technoscientifique, on ne divulgue aucune information, civile ou militaire, sur l'atome, ils disent que c'est plus possible. Il faut s'ouvrir, sinon c'est les Soviétiques qui vont inonder l'Europe de leur technique. Et c'est pour ça que les Américains se disent, mais si, effectivement, était créé à Genève, c'est-à-dire en territoire neutre, un immense centre de recherche fondamental et pacifique sur l'atome, eh bien ça, finalement, indirectement, couperait l'herbe sous le pied des Soviétiques. Et c'est ce que je révèle dans le livre qui va apparaître, parce que c'est assez extraordinaire. Alors qu'en France et ailleurs, on dit que le CERN a été créé pour lutter contre l'hégémonie technoscientifique américaine, en fait, les Américains sont là-dessous, en fait. Mais je viendrai vous en parler si ça vous intéresse. Il déjeune un jour chez Nelly de Voguet, qui était la maîtresse de Saint-Exupéry, le grand écrivain Saint-Exupéry. Et il est avec Sioran, qu'on ne présente plus, bien sûr, mais dans son journal, il ne dit rien sur Sioran. C'est dommage, mais il n'en parle pas. Forcément, je pense que c'est une discussion qui devait le dépasser. Mais c'est surtout Raymond Aron, la grande figure intellectuelle. Hein. Quand il est mort, Libération titrait « La France perd son prof ». C'était un grand monsieur. Un grand monsieur. Bon.
Là, et il a écrit justement ce livre qui est le premier livre théorique sur la question de la CED, qui s'appelle La querelle de la CED, essai d'analyse sociologique, qui est un livre extraordinaire. Et donc, le professeur de la France, on sait très bien de quel côté il penchait. Donc lui, il était contre Sartre, qui avait une tendance communiste, si je puis dire, très schématiquement, et lui était plutôt atlantiste. On le sait depuis longtemps. Mais néanmoins, pour Gafenkou, Raymond Aron n'est pas très clair. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Aron lui confie ce qu'il pense, qu'il y a du nouveau à Moscou. Il dit les choses changent. Effectivement, c'est le moment de la première détente. Les choses changent. Ils commenceront à prendre très au sérieux la menace des armes atomiques. Ça, c'est vrai. Ils doivent donc se préparer une longue période d'immobilité, donc les soviétiques, donc de paix, de coexistence pacifique. Il s'est mis entre guillemets, on commence à parler de coexistence pacifique. Alors bien sûr que pour Gafenkou, il met 3 petits points sous-entendus, c'est pas de la coexistence pacifique, parce qu'il y a toute une partie de l'Europe qui est réduite à l'esclavage. Donc il met toujours coexistence pacifique avec beaucoup de guillemets. Mais c'était le terme qui commençait à émerger à l'époque. Donc il voit que Raymond Aron, finalement, lui dit « La CED ne va pas passer, parce qu'elle a trop crispé les esprits en France. On ne peut pas voter pour un tel traité, même si c'était la France en 1952 qui l'avait lancé. Mais en 1954, le Parlement français va dire non à la communauté européenne de défense. » Alors, donc c'est très grave, bien sûr, c'est très grave. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs je vous le dis en passant, que Pierre Mendès France, qui est président du Conseil à cette époque, le grand résistant, Pierre Mendès France, commence à se dire comment la France va être défendue. En fait, Pierre Mendès France se pose des questions que Gafenkou se pose dans son journal. Comment on va défendre la France? L'Europe, certes, mais la France en particulier. Parce que Pierre Mendès France a vécu l'Indochine, le drame de l'Indochine. Et d'ailleurs, son journal intime se termine sur le Dien Bien Phu. En fait. Comment on va se défendre dans ces cas-là? Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais ce n'est pas le général de Gaulle qui a lancé la France dans la logique de l'arme nucléaire. On le dit parce que c'est lui qui a présidé aux premiers essais dans le Sahara. Mais ce n'est pas le général de Gaulle, en fait. Certes, il a couronné quelque chose qui s'est fait avant, et ce avant, il y a plusieurs dates possibles, mais c'est, je pense, 54. C'est Pierre Mendès France qui a compris qu'on ne serait pas aidé peut-être ni par les Américains, et encore moins par les Soviétiques. Et donc, il répond à ce que disait Gafenkou sur l'Elbe. Eh oui, voilà, sur l'Elbe, comment on va faire? Donc c'est Pierre Mendès France qui, en fait, commence à créer les conditions pour qu'émerge en France une doctrine dans le domaine du nucléaire militaire. Il va falloir du temps, bien entendu, puisque c'est seulement en 1960 qu'explose la première bombe française. Bien sûr que reste-t-il, et c'est une des dernières conclusions, que reste-t-il de la souveraineté des États? C'est la question. Les données géopolitiques ont changé. La menace constante exercée par l'expansionnisme d'une formidable puissance a transformé la notion de sécurité. Le besoin tout aussi constant que l'on éprouve d'une indispensable aide étrangère transforme la notion d'indépendance. Il dit on ne peut plus être indépendant seul dans le cadre d'un État-nation. Il faut des alliances. Il faut des alliances. Et c'est pour ça qu'il souhaitait que la CED voit le jeu. Et il a cette phrase que je trouve terrible, mais qui résume bien le tempérament français. Je vous disais que la France avait besoin des États-Unis, même si peut-être que la France ne pouvait pas compter dans le domaine de la dissuasion nucléaire sur une appui totale des États-Unis. Mais c'est une autre question. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, ceux qui aidaient semblent encore plus insupportables que ceux qui menacent. Ça, c'est une phrase que je trouve absolument géniale. C'est-à-dire que ceux qui aident la France sont considérés par les Français comme ceux qui menacent la France. C'est là où il dit que les Français se trompent d'ennemis, en fait. Ils se trompent de danger. Il faut accepter, et d'où le sentiment fédéral. Le sentiment fédéral, c'est l'idée que, oui, la souveraineté absolue, ça n'existe plus. On peut toujours en rêver. Il se trouve qu'on en rêve encore aujourd'hui, je vous signale. Mais une souveraineté absolue, c'est impossible.
Ça n'a jamais été possible d'ailleurs, encore moins aujourd'hui qu'avant. Alors certes, aujourd'hui, c'est plus la querelle idéologique, la question de la sécurité qui domine à l'époque. C'est d'autres, c'est des raisons économiques, commerciales, etc. Et donc, je termine là-dessus. Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, vous savez ce qui se passe. Les Français, les militaires français perdent la bataille de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Aurait-il pu la gagner? La discussion est toujours en cours. Et il se trouve que les Français, la France n'a pas eu le soutien américain qu'elle pouvait escompter. Que par contre, dans l'autre camp, ils ont réussi à s'unir. Parce que les Viettes, ils n'étaient pas tout seuls, forcément. Et donc il décrit tout ça. Et il décrit jamais sacrifice ne fut plus inutile. Pour lui, c'est un crève-cœur, en fait. Il dit, qu'en est-il de l'indispensable solidarité de l'Occident? Et là, il est très dur, de même qu'il était dur avec les Hongrois, avec les Roumains, avec les Bulgares et avec les Polonais, il est très dur, même à l'égard des gens qu'il admirait, comme Churchill, ce qui montre sa liberté d'esprit, quand même. Churchill, il se récuse. C'est connu. Retour de Munich, d'après pour Gafenkou, Churchill, qui était contre Munich en 1938, il est pour le nouveau Munich. C'est-à-dire, on abandonne la France. On abandonne la France en Asie. Et même les Américains qui deviennent pacifistes, momentanément, qui n'aideront pas, donc Dien Bien Phu, c'est au-dessus. Dien Bien Phu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là. Voilà. Donc ça, c'était français. Alors, bien entendu que on est dans un mouvement de fond de décolonisation, bien entendu, mais ça aurait pu se passer autrement, effectivement. De même qu'en Afrique du Nord, il mentionne le début. 54, c'est le début de la crise algérienne. Alors voilà ce qu'il dit de... Alors Foster Dulles, c'est le frère d'Alain Dulles, qui est à l'époque secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères au State Department aux États-Unis. Donc il est pro-américain, Gafenkou, bien sûr, mais néanmoins lucide. Quant à John Foster Dulles, obligé de bêler avec les moutons, il cherche son inspiration dans les Écritures. Il a puisé les notions du bien et du mal. Alors il dit, nous espérons que les agresseurs, donc Dulles qui parle, venus ici seront disposés à faire amende honorable pour leur agression et qu'il sera possible d'aboutir à une paix durable. Alors, Gafenkou, qui était ministre des Affaires étrangères, il n'y croit pas du tout, quoi. Il dit, mais c'est quoi? C'est pas possible. Pourquoi les agresseurs s'amenderaient-ils? C'est-à-dire, ferait-il amende honorable? Leur agression leur a reporté l'armistice de Corée et la victoire de Dien Bien Phu. C'est Dien Bien Phu. C'est un D et pas un B. Tant que la guerre paye, il n'y a aucune raison pour eux de la renier. Vous voyez, très lucide sur le comportement américain. Donc voilà John Foster Dulles, et voilà un livre qui s'intitule The Brothers, c'est John Foster et Alain Dulles. En fait, c'est Alain Dulles à gauche et John Foster à droite. Grande famille américaine. Alors je termine sur cette citation qui me paraît très intéressante. Alors il parle de la grande invasion. Je vois la grande invasion s'étendre, s'enfler et emporter tout sur son passage. Devant elle, les indignes défenseurs de l'Occident, confus et désempérés, se disperseront, se cherchant des excuses et en rejetant la faute les uns sur les autres. Les Américains invoqueront le colonialisme européen, en Indochine, auquel ils n'entendent pas s'acquitter d'emploi. Les Anglais tireront consolation et vanité d'avoir une fois de plus suivi la voie de l'humilité chamberlienne, c'est-à-dire Chamberlain, qui a signé les accords de Munich, Chamberlain, et se hâteront de réaliser les dernières bonnes affaires de la société capitaliste. Quant aux Français, l'exemple merveilleux de résistance et de sacrifice donné par les meilleurs d'entre eux ne semble les avoir incités qu'à abandonner au plus vite toute idée de sacrifice et de résistance. Le malheureux Bidault, donc Georges Bidault, président du Conseil, se débat à Genève entre les pattes des diplomates victorieux et décide d'exploiter à fond leur victoire. Son crime est d'avoir appelé les Américains au secours. Il voulait sauver Dien Bien Phu, le misérable. Conclusion, en fait, de son journal, et une question qui fait sens, qui nous préoccupe, bien sûr. L'Occident ne peut pas se défendre,
il ne sait même pas exactement ce qu'il est. Merci pour ta attention. Bravo Robert, je crois que les applaudissements parlent. Alors, merci pour plusieurs choses. Merci d'avoir bien voulu présenter cette grande figure européenne, comme tu le soulignes, de Grafenko. Et de mettre en évidence sa claire vision, sa capacité d'analyse, mais aussi ce qui est extraordinaire. Et je comprends pourquoi tu as été si sensible. Parce que j'oubliais de vous dire quand je présentais Robert que certes, c'est un grand chercheur, c'est un grand historien, mais c'est également un intellectuel engagé. Ce n'est pas un spectateur non engagé, comme dirait Raymond Aron, c'est un spectateur engagé parce qu'il était maire adjoint de Belfort à la Culture, il était conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de la Défense. Donc, Robert Bello, c'est une personnalité complexe. Maintenant, je reviens pour souligner que je suis tellement reconnaissant parce qu'en fait, le sujet traité par Robert Bello se trouve en quelque sorte au cœur de la maison roumaine. C'est ça qui est la maison roumaine. Elle veut faire savoir, faire connaître le fait que les Roumains sont des Européens qui ont même une voix qui est écoutée et entendue en Occident, et qu'ils peuvent parfois avoir une vision plus juste et plus claire des réalités, ce que l'exemple de Grafenko le prouve. Donc, à cela, je voudrais dire, on a reçu tous les deux des mails de vice-président de la bibliothèque de Freiburg, Dan Otigar Dumitrescu, qui nous a envoyé, il a une documentation personnelle portant sur Grafenko. J'ignorais qu'elle existe, on l'a découvert ensemble samedi dernier à Freiburg. Et dans cet envoi, j'ai trouvé un texte, il nous a fait parler d'une brochure, d'un livre qui est sorti en Roumanie récemment en 2004, que je ne connaissais pas, et également d'une exposition qui a lieu au Musée national d'histoire. Mais je voudrais vous donner lecture d'un petit texte qu'on trouve dans ces livres et qui est de Grafenko. Après avoir souligné une chose, cet spectateur engagé qui a été Grafenko, et ici tu as passé peut-être un peu vite sur son rôle aux États-Unis, comme grand animateur du comité des nations captives. Grafenko avait, dans son penthouse, tenu une sorte de salon où tous les jeudis se rencontraient les représentants des nations captives, dont la Radio Free Europe était un des vecteurs d'expression. Et il a eu un rôle à ce moment, certes, très déçu, comme tu l'as bien souligné, de ce qui s'est passé. Mais voilà, ce sont une des dernières phrases de Grafenko. Il dit la chose suivante. Je crois que l'expérience accumulée dans les 40 ans de souffrance et d'oppression va donner naissance à une nouvelle vie, à une humanité qui, en repoussant les horreurs et les aberrations de l'expérience soviétique, va trouver la formule qui va éliminer aussi bien le communisme que l'égoïsme des pays occidentaux. Et je crois que sur ça, je m'arrête. C'est une citation qui m'a ébloui et qui se trouve, à mon sens, au centre des valeurs que nous, à la Maison roumaine, entendons défendre. Merci, Robert. J'ouvre le débat. Madame Lazare. Plus actuel que j'aurais pensé, parce que même la phrase qui est actuellement affichée me semble assez actuelle. Mais justement, en
Madame Lazare, un peu plus fort. Hein. Justement, en pensant à l'Europe actuelle, je me demande pourquoi l'Europe actuelle se considère que c'est politiquement incorrect de parler des racines de ces racines judéo-chrétiennes. C'est peut-être... je ne sais pas, peut-être c'est trop... C'est une question pour l'historien, c'est une question qui est... Non, parce que, il y a plusieurs raisons, mais la première raison, je pense que c'est la méconnaissance de l'histoire. Vous voyez ? La méconnaissance de l'histoire. J'ai rappelé tout à l'heure que tant Marc Bloch que Lucien Febvre, donc deux grands historiens d'ailleurs de gauche, un grand historien de technique aussi. Grand historien de Lucien technique, Febvre. tout à fait. C'est eux-mêmes qui rappelaient que l'Europe, c'était une construction historique. Donc, ce n'est pas des définitions raciales, etc. C'était très clair là-dessus. C'est une construction, un processus de construction historique. Et dans cette histoire, il y a effectivement l'avènement du christianisme. C'est évident. Donc, il faut rappeler ça. L'historien ne peut pas ne pas dire que ça existait. Et puis, ça a aussi existé, cette imprégnation chrétienne, judéo-chrétienne, dans la question de l'égalité dont je parlais tout à l'heure. Bien entendu, il y a plusieurs manières d'être chrétien, ça on le sait très bien. Hein. Mais voilà, ça c'est la première des choses. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, il y a la présence d'autres religions, en fait, hein, et qui amènent finalement, d'une certaine manière, à reconsidérer l'histoire. Hein. Et donc c'est plus une question, si vous voulez, qui relève du présent, hein, d'une Europe qui est multiculturelle, multiconfessionnelle, ce qui n'était pas en 1945. 1944, quand Lucien Febvre rédigeait son cours au Collège de France. Maintenant, il y a... défendez ça, justement, vous avez dit